Alfonso Cuarón a beau avoir réimaginé à la perfection l'univers d'Harry Potter, la Warner l'a remplacé pour la réalisation du 4e film. Je ne connais pas toute l'histoire derrière la caméra, peut-être qu'Alfonso Cuarón avait d'autres projets, ou peut-être que la Warner voulait quelqu'un de plus fiable, je sais pas. Toutefois, c'est au tour de Mac Newell, réalisateur des 4 mariages et enterrements. Ok, mais enfin, le film commence avec un vieil homme qui voit de la lumière dans la maison abandonnée près de chez lui. Il va voir pour apercevoir Petit Gros, appelé ici Queue de Verre pour une raison qui n'est pas expliquée dans le film. Chez lui, qui a une explication dans le bouquin, ce qui est bien, mais ici, il n'y a pas vraiment d'explication. Discutant avec Voldemort dans sa forme la plus monstrueuse et pathétique, et un mystérieux bonhomme le servant. Le vieil homme se fait surprendre par un serpent, lui aussi au service de Voldemort, qui prévient ce dernier qu'ils sont espionnés. Voldemort le tue et on voit que tout ça était qu'un rêve d'Harry, qui se fait réveiller par Hermione. Ouais, cette fois-ci, plus de Dursley en ouverture. On retrouve Harry chez les Weasley. Et ma coupe de cheveux loufoque habituelle quand il fait froid. Mais enfin, heureusement, Ron a une coiffure encore plus ridicule pour rendre la coiffure d'Harry normale. Le trio et la famille Weasley se réveillent tôt pour retrouver Amos Diggory, joué par Jeff Rawls, et son fils Cédric Diggory, joué par le célèbrement nul Robert Pattinson. La petite équipe va vers un porte au loin, un objet magique qui permet de se téléporter à un autre endroit. Il l'utilise pour aller à la Coupe du Monde de Quidditch. Voici notre palace. Quoi? Ginny, excellent, excellent. Wow. Un bain. Les filles, choisissez un lit et défaites votre sac. C'est plus grand à l'intérieur. Vous croyez? Je n'avais jamais remarqué. Le soir du match, dans les tribunes, ils croisent les Malfoy, qui, bien sûr, en profitent pour les rabaisser parce qu'ils ont une place toute pourrie. Et Lucius en profite pour dire à Harry de bien profiter de ce moment. Le match commence avec l'entrée en scène du plus gros badass des badass, Victor Krum, le Zinedine Zidane du Quidditch. Krum. En tant que ministre de la magie, j'ai le très grand plaisir de souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue à la finale de la 422e Coupe du Monde de Quidditch. Que le match commence! Attends, quoi? Toute cette préparation pour passer direct après le match? Même pas un petit montage pour montrer à quel point il est génial le Krum? Sérieux? Mais enfin bref, Ron, Fred et George pètent un plomb en parlant à quel point Krum est génial. Bien qu'on aurait bien aimé le voir être génial au lieu d'avoir une déclaration d'amour de la part de Ron. Mais enfin, ce moment bien débile est interrompu par une attaque du Ku Klux Klan, je veux dire des mange-morts, les adeptes de Voldemort. Ouais, ils sont pas super subtils sur le design de ces mecs, hein. Oui, ça va, on a compris, c'est des racistes, c'est du Ku Klux Klan, c'est des méchants, pas la peine de sortir des petites capuches pointues, c'est bon. Dans tout ce chaos, Harry se fait assommer et se réveille une fois le camp en cendres, pour apercevoir un mange-mort, joué par Excusez-moi. Petit délire d'un fan de Doctor Who. Mais enfin, le docteur fait apparaître dans le ciel le signe de Voldemort avant d'apercevoir Harry et s'enfuir. Ron et Hermione le retrouvent et ils tombent sur les autorités, accompagnés d'Arthur et d'un autre gars du ministère, Barty Croughton, joué par Roger Lloyd Pack. Ok, sérieux, la tante Tardis, David Tennant, maintenant le créateur des Cybermen, on essaie de m'influencer avec mon côté fan de Doctor Who ici? Je n'accepte pas les pots de vin, McNewell, désolé. Après ça, on retrouve les enfants à bord du Poudlard Express. 2 pâtes à citrouille, s'il vous plaît. Merci. Et toi, mon garçon, une petite sœur? Oh, je crois qu'on a la première référence sexuelle de la saga. Hermione remarque qu'Harry a sa cicatrice qui démange et lui conseille d'en parler avec Sirius en lui envoyant une lettre. Plus tard à Poudlard, l'école accueille de nouveaux invités qui viennent en carrosse portés par des chevaux ailés et le Hollandais volant. Ce sont les élèves de l'école pour filles Beaubaton, dirigée par la directrice géante Maxime. Je rêve. Pourquoi le nom de l'école me semble pornographique maintenant? Et l'école de garçons nordiques Downstrong, dirigée par le directeur Kargaroff.
Et parmi eux, il y a le célèbre Victor Krum, ce que Ron ne manque pas de faire remarquer pour fantasmer encore plus. Ces écoles sont réunies à Poudlard pour le tournoi des 3 sorciers, un peu les Jeux Olympiques des sorciers, où Poudlard, Beauxbâton et Domstrang devront faire leurs preuves dans des épreuves très dangereuses. À table, on remarque que Karkaroff et Rogue ne vont pas être copains, mais que de l'autre côté, Hagrid aimerait bien faire ami-ami avec Maxime. Yerk. Mais enfin, pour je ne sais quelle raison, le plafond magique se met à déconner et à jeter des éclairs. Mais heureusement, il est réparé par Alastor Maugret, dit Folleuil, joué par Brendan Gleeson, un aurore, chasseur de sorciers noirs, borgne et amputé d'une jambe, réputé fou, et portant un œil magique, et apparemment alcoolique. Dumbledore explique ensuite que le gagnant du tournoi gagnera la gloire éternelle. Mais Crompton prévient que cette fois le tournoi sera interdit aux moins de 17 ans, vu que les épreuves sont beaucoup trop dangereuses. À la grande déception de Fred et George d'ailleurs. Dumbledore présente ensuite la coupe de feu, un artefact où les participants y mettront un bout de papier avec leur nom dessus, pour que soient tirés au sort les participants. Le lendemain, on voit que Folleuil est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Ouais, comme s'il n'était pas assez inquiétant comme ça. Folleuil commence à leur parler des sorts impardonnables. 3 sorts criminels. Il interroge les élèves sur ces sorts pour savoir les sorts qu'ils connaissent. Ron parle de l'Hyperium, un sort de contrôle mental que Folleuil démontre avec une petite araignée crabe. Vient au tour de Neville pour proposer un sort. Il y a le sortilège de Loris. Exact, exact. Le sortilège de torture. En Doloris. Ça suffit! Vous ne voyez pas que ça le perturbe? Arrêtez! Hermione conclut ensuite avec le dernier sort, l'Avada Kedavra, le sortilège de mort, dont le seul qui y ait survécu est Harry. Après le cours, le trio retrouve Neville, souffrant dans son coin. Folleuil le retrouve et lui propose de boire un thé. On voit ensuite certains élèves mettre leur nom dans la coupe, notamment Cédric et Victor. Fred et George débarquent aussi, en gloire, car ils ont concocté une potion de vieillissement pour contrer le sort de limite d'âge mis en place par Dumbledore, pour pouvoir mettre leur nom dans la coupe. Hermione a beau les mettre en garde que Dumbledore est trop doué pour pouvoir mettre un sort qui puisse être contré de cette manière, mais ça ne les arrête pas. Ils mettent leur nom pour finalement être frappés par une réaction de la coupe de feu et vieillir de 50 ans de plus. C'est ta faute, la tienne. Arrête, tu veux te battre. Arrête ou je t'arrache les oreilles, je t'arrache le nez. Fais gaffe, tu fais pas le poids. Lâche-moi. Vient le soir du tirage au sort. La coupe de feu choisit Victor pour Domstrang, une fille appelée Fleur de la Cour que les fanatiques du bouquin ont réussi à me faire détester pour Beauxbâton, et Cédric pour Poudlard. Une fois les sorciers choisis, Dumbledore présente ce que le vainqueur du tournoi gagnera, le trophée des 3 sorciers. Seulement la coupe de feu tire un 4e morceau de papier, à la surprise de tous. Encore plus surprenant, c'est le nom d'Harry qui est sur le papier. Dumbledore semble très déçu, comme la plupart des élèves qui l'accusent de tricherie. Harry rejoint les autres concurrents dans la salle des trophées. Harry, as-tu déposé ton nom dans la coupe de feu? Wow, calme Albus, calme. Pas la peine de l'agresser le petit, c'est bon. Folleuil heureusement prend la défense d'Harry en disant qu'un sort de confusion capable d'entourlouper la coupe de feu n'est pas à la mesure d'un enfant comme Harry. Hélas, ça ne change pas grand chose, car comme le dit Croupton, Harry est désormais lié par un contrat magique, qui l'oblige à être un champion du tournoi. Comment ça marche exactement? S'il participe pas, il va mourir, ou il sera amené de force au tournoi? Ce serait pas mal comme image de voir la coupe de feu, de botter le cul d'Harry en criant « Tu iras de gré ou de force, petite merde !» Bon, enfin, ce n'est pas vraiment expliqué. Après ça, on a la première scène de la saga où Harry n'est pas présent, où les professeurs discutent de la situation. McGonagall propose de sauver Harry en le désinscrivant pour le tournoi. Mais Rogue propose de laisser faire les choses, pour découvrir ce qui est derrière tout ça. Je suis d'accord avec Severus. Alastor, veillez sur Harry, voulez-vous? Je peux faire ça. Sans qu'il s'en doute, bien sûr. Il doit être déjà suffisamment inquiet, en sachant ce qui l'attend. D'ailleurs, nous le sommes tous.
Dans le dortoir des Gryffondors, Ron commence à engueuler Harry d'avoir mis son nom dans la coupe sans l'avoir prévenu, ou lui avoir proposé de participer. Harry a beau lui expliquer qu'il n'y est pour rien, mais Ron boude. Ouais. Le lendemain, les 4 concurrents sont photographiés et interviewés par le reporter à succès de la Gazette des Sorciers, Rita Skeeter, jouée par Miranda Richardson. Et comme pas mal de reporters à succès, elle est imbue d'elle-même, irrespectueuse, traite ses sujets comme des jouets qu'elle manipule pour raconter n'importe quoi, très mauvaise reporter, ne laisse pas parler ses invités pour ses interviews et cabotine pas mal. Je déteste ce personnage, elle m'insupporte. Encore plus quand je vois à quel point l'histoire pourrait être écrite sans elle dedans. Tout ce qu'elle apporte, c'est un gag chiant sur le fait qu'elle se trompe sur l'âge d'Harry et le fait qu'elle écrit des phrases toutes faites et hors sujet. Ah, et en plus, je la soupçonne d'être pédophile vu comment elle drague Harry. Je rappelle qu'il a encore que 14 ans à ce moment-là du film. Si seulement Christopher Walken pouvait l'embarquer pour l'emmener en enfer pour la violer et la torturer. Bon enfin, Harry reçoit enfin une lettre de Sirius, lui demandant de le retrouver dans la salle commune de Gryffondor. Harry s'y rend pour trouver l'article de Skeeter sur lui, et le balancer au feu, à juste titre. Justement, c'est dans le feu qu'apparaît Sirius, ce qui est un petit peu bizarre. On dirait qu'il mute en un tas de charbon brûlant. T'as l'impression qu'il souffre le martyre en faisant ça, quoi. Harry parle de ses rêves à Sirius, particulièrement le passage où Voldemort ordonne à David Tennant d'amener Harry auprès du Seigneur des Ténèbres. Sirius lui dit alors de se méfier, surtout de Karkaroff, qui était autrefois un mange-mort, et de Croupton, qui a envoyé son propre fils à Azkaban. Sirius disparaît au moment où Ron arrive pour jouer les jaloux avec Harry, et retourner se coucher. Le lendemain, Harry récupère des plantes aquatiques avec Neville, dont ce dernier s'intéresse depuis que Folloy lui a donné un guide quand ils ont bu un thé la dernière fois. Arrivent Ron, Ginny et Hermione. Ron a quelque chose à dire, mais comme il fait du boudin, il envoie Hermione dire ce qu'il a à dire à sa place. Ronald aimerait que je te dise que Simus lui a dit que Dean a appris par Parvati que Hagrid te cherchait. Vraiment? Eh bien... Quoi? Dean a appris par Parvati que... Ne m'oblige pas à le redire. Hagrid te cherche. Eh bien, tu peux dire à Ronald... Je ne suis pas un hibou! Au moins, Hermione est tout aussi saoulée que moi par cette situation. Hagrid l'emmène dans la forêt avec sa cape d'invisibilité pour lui montrer quelque chose. Harry remarque qu'Hagrid s'est refait une beauté, gel dans les cheveux et fleurs sur le costard. En effet, Hagrid sort avec Maxime. Harry représente bien ma vision du truc. Mais ce n'est pas ça qu'Hagrid veut lui montrer, Dieu merci. Il voulait lui montrer la première épreuve du tournoi, des dragons. Hagrid évoque le fait que Ron était au courant pour les dragons. Ce qui énerve encore plus Harry parce que ce petit con aurait pu le dire directement. Le lendemain, Harry voit que la plupart des élèves portent un badge de soutien à Cédric et d'insultes envers Harry. Il passe tous ses trolls pour aller prévenir Cédric pour les dragons. Il va ensuite voir Ron. Tu es vraiment con, tu le sais ça? Wow, premier gros mot de la saga. Mais enfin, ça c'est fait, autour de Drago. Nous avons parié, mon père et moi. Je ne crois pas que tu tiendras 10 minutes dans ce tournoi. Il n'est pas d'accord. Lui croit que tu ne tiendras pas 5. Je me fiche éperdument de ce que pense ton père, Malfoy. Hey! Il est vil et cruel, et toi tu es pathétique. Pathétique? Oh, sûrement pas, mon vieux! Je vais t'apprendre à jeter un sort à quelqu'un qui a le dos tourné! Espèce de lâche! Petite vermine sournoise! Professeur Maugret! Répugnante. Qu'est-ce que vous faites? J'enseigne. Mon père en entendra parler! C'est une menace! Professeur Maugret! C'est une menace! De suite, Folloy est devenu l'un de mes personnages préférés. Mais enfin, après que McGonagall lui est passé à savon, il emmène Harry dans son bureau où il montre son miroir magique. C'est une glace à l'ennemi. Ça me permet de surveiller qui veut me nuire. Si je vois le blanc de leurs yeux, c'est qu'ils sont juste derrière moi. Ouais, je n'ai pas compris non plus l'utilité du truc. Et on n'en reparlera plus jamais dans la saga. Il a aussi un étrange coffre avec quelque chose hurlant dedans, mais il évite d'expliquer ce que c'est pour l'instant. Folloy l'aide pour les dragons en lui proposant une stratégie vis-à-vis de ses concurrents, et il lui suggère d'utiliser son balai contre le dragon. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un balai. Tu as le droit d'avoir une baguette. On enchaîne sur le tournoi où Fred et George organisent des paris. Ça ne m'étonne pas de leur part. Dans l'attente des concurrents, Hermione va voir Harry. Harry? C'est toi? Oui. Comment tu te sens?
Ça va. La clé, c'est d'être concentré. Après, il te suffit de... Battre un dragon. Oh non, pas encore elle. Quelqu'un peut la virer de la tente? Vous n'avez rien à faire ici. Cette tente est pour les champions. Et les amis. Bien envoyé, Victor. Ça ira en attendant Christopher Walken. Les directeurs et Crompton arrivent dans la tente pour tirer au sort les dragons que les champions affronteront. Bien entendu, Harry se retrouve avec celui qui semble le plus méchant. Crompton explique ensuite qu'ils devront aller dans l'arène pour récupérer un œuf d'or gardé par un dragon. Œuf d'or primordial pour la prochaine épreuve. Bonne chance à vous, monsieur Diggory. Au coup de canon, vous... Bon, maintenant c'est l'heure pour l'action. Cédric y va en premier et... 3 de nos champions vont d'ores et déjà affronter leur dragon. Attends, quoi? Tu passes ça aussi? Bah, à la limite, le match de Quidditch, on s'en fout, mais une épreuve du tournoi? Le thème principal de tout le film? Mais comment on fait pour montrer à quel point les autres champions sont forts alors? Je veux voir Victor péter la gueule de son dragon, moi! Faire ça à la nordique et lui arracher le cœur à main nue, quoi! Tout ce qu'on a, c'est Harry qui attend! Bon, ok, c'est pas mal pour montrer la tension d'Harry, mais ça marche encore plus en montrant comment les autres s'en sortent! C'est pour montrer à quel point il fait pas le poids face à eux, quoi! Je ne demande pas de montrer tout, ce serait chiant, ouais, mais au moins un petit montage, ah. Passons. Harry entre dans l'arène. Il essaye de prendre l'œuf, mais le dragon débarque. Harry utilise le sort que Folleuil lui a appris, l'Actio, un sort qui lui permet de faire venir un objet à proximité en l'appelant. Il appelle son balai et il monte pour échapper au dragon, qui arrive à se détacher et à le suivre hors de l'arène. Ils vont jusque dans les toits de Poudlard, mais Harry se prend un coup de queue et il tombe sur un toit. Et on en vient à une scène que j'ai citée dans ma critique de Dewar, la scène où le dragon s'accroche au toit pour avancer lentement vers Harry. Un dragon qui aurait un minimum de classe aurait volé pour se mettre derrière Harry pour lui cramer la tronche au lieu de faire ça. Mais en réalité, c'est un truc très vieux pour mettre de la tension dans les films. Faire avancer lentement et dangereusement le monstre pour que le héros se dépêche de se débloquer. Et très souvent on trouve des excuses débiles pour faire ça, que ce soit dans Robocop 3 ou même Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais enfin, Harry s'en sort de justesse et arrive à vaincre le dragon, en le faisant foncer dans un pont. Ouais, très con ce dragon, hein, s'il peut même pas éviter un pont, ou s'il peut même pas se relever d'un coup comme ça, mais enfin. Harry revient dans l'arène pour prendre l'œuf et fêter ça avec ses amis. Ouais, j'étais sûr que tu mourrais pas. Tu perds un bras ou une jambe, mec, tu claques. Jamais. Harry ouvre l'œuf, mais tout ce qui en sort est un bruit insupportable. Ron arrive pour se plaindre et faire ses excuses à Harry. Je pense qu'il faut être complètement barjot pour mettre son nom dans la coupe de feu. Tu as enfin compris. Tu en as mis du temps. J'étais pas le seul à croire que tu l'avais fait. Tout le monde le disait derrière ton dos. Génial. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais je t'ai prévenu pour les dragons. Hagrid m'a prévenu pour les dragons. Non, 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 c'est moi. Non, tu te rappelles pas? J'ai dit à Hermione de dire que Simus m'avait dit que Parvati avait dit à Dean que Hagrid te cherchait. Simus ne m'avait rien dit en fait, donc c'est bien moi qui t'ai prévenu. Je me suis dit que ça irait mieux entre nous quand tu aurais compris ça. Qui pourrait comprendre une telle chose? C'est complètement délirant. Ouais, c'est sûr. Je devais être un peu chamboulé. Ouais, sur ce coup t'es nul à chier, Ron, le prends pas mal. Le lendemain, Harry aperçoit la fille du train, Cho, et bien sûr se ridiculise en se bavant dessus. Hermione lit l'article de Skeeter, le décrivant comme une salope qui se fait tous les champions du tournoi. Nigel apporte un colis pour Ron, une tenue de soirée rose de la part de sa mère. Ouais, Molly déteste vraiment ses gosses. En fait, cette tenue est pour le bal de Noël, une tradition du tournoi. McGonagall fait une petite leçon aux élèves qui, bien sûr, ne sont pas super emballés par l'idée de danser. Particulièrement Ron, qui est choisi par McGonagall pour faire une démonstration. L'autre bras tendu. Monsieur Rujard, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Vous ne le laisserez jamais oublier ça, hein? Jamais. En fait, le seul réellement enthousiaste, c'est notre cher Neville qui commence enfin à se lâcher dans ce film. À mon grand plaisir, comme vous pouvez l'imaginer. Commence ensuite un montage sympa où on voit les élèves se trouver un cavalier ou une cavalière pour le bal. Pourquoi elles sont toujours en meute?
Comment on fait pour en inviter une au bal? Dit qu'il voulait. Enfin, Harry, tu tues des dragons. Si toi, tu trouves pas de cavalière... J'aimerais mieux affronter un dragon en ce moment. Lors d'un contrôle de Rogue, Ron se plaint de ne pas trouver de cavalière, surtout en sachant que Neville lui aussi a trouvé une cavalière, et finit par se lancer en demandant à Hermione. Hé, Hermione, t'es une fille. Finn m'a observé. Pas mieux. Hermione est bien sûr vexée par la certitude de Ron qu'elle a trouvé personne pour le bal, et par en lui disant qu'elle a réellement trouvé quelqu'un pour y aller. Harry lui aussi tente sa chance avec Cho, qui là s'est déjà prise avec Cédric. Ron a ensuite essayé avec Fleur de la Cour, mais comme vous le voyez, ça a mal fini. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Non, bien sûr. Elle a dit oui. Ne sois pas idiote. Elle est passée près de moi. Tu sais combien j'aime quand elles font ça. Ça a été plus fort que moi. Ça m'a échappé tout à coup. Je crois que c'était plutôt un hurlement. C'était un peu effrayant. Heureusement pour Harry et Ron, les deux jumelles indiennes Patil sont libres et acceptent d'être leurs cavalières. Vient le grand soir où Ron doit porter l'horreur que sa mère lui a envoyée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ma tenue de soirée? Elle est trop géniale. Pas de dentelle, pas de fanfreluche de chochotte. C'est vrai que la tienne est plus traditionnelle. Traditionnelle? Antique, oui. Je ressemble à ma grand-tante Tessie. Je sens comme ma grand-tante Tessie. Je veux mourir. En arrivant au bal, Ron continue à faire comme si Hermione n'avait pas trouvé de cavalier pour le bal. Ouais, on sait tous qu'il va avoir une sacrée surprise. Allez tous vous mettre en rang par couple, s'il vous plaît. Oh, vous êtes très en retard. Elle est magnifique. Oui, c'est vrai. J'adore son sourire fier. Elle sait que ça étonne tout le monde qu'elle soit si jolie. Elle sait qu'il leur fait ravaler la façade en se montrant comme ça. On sent presque le scadouche sortir de son sourire. Il s'avère que son cavalier est Victor. Comme quoi les opposés s'assemblent. Le bal commence et bien sûr Ron a du mal à croire qu'Hermione soit avec Victor. Au début, ce bal est sympa, on voit Dumbledore et McGonagall danser, Neville qui a choisi Ginny, même Bruisard et Folleuil se laissent emporter par le rythme. Oh, je suppose qu'ils trouvaient l'ambiance trop conte de fées en fin de compte. Et ouais, les sorciers ont aussi des groupes de rock. Et j'espère que c'est pas leur meilleur groupe, parce que c'est sympa mais ça vole pas haut comme chanson. Quant au titre de la chanson... Ouais, j'ai vu un hippogriffe et je vois pas en quoi consiste cette danse, à part remuer les bras comme un oiseau, baisser la tête et bouffer du furet. Harry et Ron restent dans leur coin à se plaindre qu'Hermione soit avec le bourrin de l'équipe adverse, ce qui irrite les Patil, dont une qui saute sur la première occasion pour larguer Harry. Hermione les rejoint et Ron lui dit tout ce qu'il pense, ce qui bien sûr déçoit énormément Hermione, et commence à se disputer avec lui. Avec cette dispute, on peut bien sûr jazzer, mais de qui Ron est réellement jaloux dans l'histoire? De Victor ou d'Hermione? Après tout, il fantasmait sur Victor au début du film. La prochaine fois, trouve le courage de m'inviter avant que quelqu'un le fasse. Et pas parce que tu n'as personne d'autre. Mais ça n'a vraiment aucun rapport, t'as rien compris. Après la soirée, Harry refait le rêve du début, au cas où on avait oublié. Non, pour être honnête, c'est pour montrer qu'il le fait souvent, et parce que dans le premier rêve, ils ont oublié de montrer le tatouage de David Tennant, le signe de Voldemort. En se réveillant, Harry voit Neville, qui vient tout juste d'arriver. Ouais, Neville est le seul de la bande à avoir passé une bonne soirée. Je t'avais dit que ton heure viendrait. Et encore, c'est pas ton heure la plus glorieuse. Après ça, on retrouve Harry et Hermione discuter sur le pont à propos de l'épreuve, et réfléchissent sur comment se démerder avec l'œuf. Mais heureusement, Cédric arrive pour lui donner un conseil là-dessus. Prendre un bain avec l'œuf. Il le fait, mais Harry n'a pas compris ce que Cédric voulait dire par là. Alors Mimi Géniard débarque pour un petit caméo et lui dit quoi faire, tout en draguant Harry, bien sûr. En mettant l'œuf dans l'eau, le bruit assourdissant devient un poème, indiquant que l'épreuve suivante sera de retrouver quelque chose qu'on lui a pris dans le lac noir, où vivent des sirènes. Et cette épreuve durerait environ 1 heure, ce qui pose bien entendu problème.
Alors il cherche avec Hermione une solution pour rester aussi longtemps sous l'eau sans se noyer. Il coince et en plus Folleuil vient chercher Ron et Hermione parce qu'ils sont convoqués. Mais heureusement il le laisse avec Neville qui lui a une solution. La branchiflore. Une plante qu'une fois avalée nous fait pousser des branchies pendant environ 1 heure. Harry va à l'épreuve mais ne voit Ron et Hermione nulle part. L'épreuve commence. Vous pourrez commencer au coup du canon. Une fois les branchies poussées, Harry commence à chercher. Il croise Fleur qui se fait prendre vite fait par une sirène. Harry découvre que la fameuse chose qu'on est pris aux concurrents est une personne à qui ils tiennent. Ron, Hermione, Cho et la sœur de Fleur. Waouh, les organisateurs de ce tournoi sont des putains de psychopathes. Dois-je comprendre que si un des concurrents perd, la personne à qui il tient meurt? Ils enfoirés. Cédric arrive pour libérer Cho tandis qu'Harry essaye de sauver Ron, mais aussi Hermione, ce qui contrarie les sirènes, qui n'acceptent qu'une personne à la fois. Victor, qui est tellement badass qu'il s'est changé en requin pour l'épreuve, fait fuir les sirènes et prend Hermione avec lui. Mais Harry ne peut s'empêcher de sauver aussi la sœur de Fleur. Il les fait atteindre la surface, mais ses branchies commencent à partir. De plus, les bébés d'Ursula commencent à l'attaquer. Il s'en débarrasse vite fait et sort de justesse. Bien qu'Harry ait fini dernier, l'échec de Fleur et le fait d'avoir sauvé 2 personnes le mettent en 2e place, derrière Cédric. Après ça, Croupton vient discuter avec lui, mais il est interrompu par Folleuil. Barthélemy, vous n'essayez pas d'attirer Potter à l'un des stages pour étudiants du ministère, j'espère. Le dernier qui est entré au département des mystères n'en est jamais ressorti. Ce petit tic met mal à l'aise Croupton et il s'en va pour être ensuite retrouvé dans la forêt mort par Harry. Il va au bureau de Dumbledore où il entend une discussion avec Fudge qui refuse d'arrêter le tournoi ou de révéler la mort de Croupton. Après ça, Dumbledore laisse Harry seul dans son bureau pour qu'il se fasse mordre par des sucreries ou quelque chose pour qu'il tombe sur la pensive de Dumbledore. En jetant un coup d'œil dedans, il se l'est projeté dans un souvenir de Dumbledore, lors d'un procès où Croupton interrogeait Karkaroff quand il était condamné à Azkaban. Il donna quelques renseignements sur les mange-morts pour pouvoir échapper à la prison. Il dénonce certains mange-morts, notamment Rogue, dont Dumbledore prend la défense en disant qu'il est devenu un espion à ses services bien avant la chute de Voldemort. Ouais, ça ne me surprend pas trop de savoir que Rogue était un mange-mort. Mais Karkaroff parle d'une dernière personne ayant capturé et torturé les parents de Neville, ce qui explique pourquoi Neville était si perturbé lors du cours de Folleuil. Je veux le nom, donnez-moi ce maudit nom. Barty Croupton Junior. Ne me touchez pas avec vos sales pattes, pauvre vermine. Salut, père. Tu n'es pas mon fils. Et à partir de là, si vous avez un minimum de cervelle, vous avez tout compris. Vous avez compris ce que mijote Croupton Junior et vous savez ce qui va pas avec Folleuil. Si ça se trouve, vous avez même compris comment il a fait. Faut dire, ce tic n'était pas très subtil. En sortant de la pensive, Dumbledore lui explique l'utilité de la pensive, qu'il décrit comme étant très utile quand on a trop de souvenirs. Dumbledore fait part de son incompréhension totale à cette affaire, mais heureusement Harry lui raconte son rêve où il a vu Voldemort et David Tennant, ce qui surprend Dumbledore. Harry sort pour surprendre une conversation entre Karkaroff et Rogue qui lui montre son tatouage de mange-mort, en le prévenant de quelque chose de grave qui se prépare. Karkaroff part pour laisser Rogue parler à Harry à propos des ingrédients qu'on lui vole, des ingrédients pour du polynectar. Il soupçonne Harry, allant même le menacer de lui faire boire du Veritas Sérum, du sérum de vérité pour lui faire cracher le morceau. Ouais, là maintenant on confirme ce qu'on pensait déjà tout à l'heure. Donc dépêchons-nous de finir tout ça et enchaînons à la dernière épreuve du tournoi, le labyrinthe. Les concurrents devront le traverser pour obtenir le trophée des 3 sorciers. Facile, n'est-ce pas ? Non, vu que le labyrinthe est vivant, les murs d'herbe se referment ou attaquent les sorciers, les racines emportent tout ce qui passe, et un vent pas possible ça va quelquefois dans les couloirs. Et en plus de ça, Victor se retrouve ensorcelé, contrôlé par le sort d'Imperium. Celui-ci met KO Fleur, mais heureusement Harry arrive pour tirer un éclair rouge dans le ciel, indiquant sa position pour qu'on la sauve.
Il tombe sur Victor, mais celui-ci ne s'attaque pas à lui. Il attaque plutôt Cédric, mais ce dernier arrive à se débarrasser de lui. Donc, manque plus que ces deux qui font maintenant la course pour le trophée, qui est tout prêt. Cédric se fait attraper par les racines. Si je le laisse mourir, il n'y aura pas de film Twilight. Mais finalement, Harry le sauve. Cédric montre sa reconnaissance en lui proposant de prendre le trophée pour lui-même. Avec les murs qui viennent les bouffer, ils finissent par le prendre tous les deux. Il s'avère que le trophée est un porte-loin, qui les amène dans un cimetière très familier. Encore plus familier quand Harry voit que l'une des tombes est au nom du père de Tom Jedusor. Ah non, non. Harry, qu'est-ce qu'il y a? Retourne le trophée. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tue l'autre. Avada Kedavra. Et là, le monde entier crie de joie en voyant la mort d'Edward Cullen. Petit Gros met en place une cérémonie consistant à mettre le petit Voldemort dans un chaudron, ouch, et à y mettre un os du père de Voldemort. Il rajoute un peu de sa chair, qui au lieu de se couper un bout de peau, se coupe la main, ouch, c'est malin de sa part, surtout couper la seule main qui avait encore 5 doigts, et enfin du sang d'Harry Potter. Et n'oublions pas un petit peu de persil. Cette petite recette permet à Voldemort de retrouver enfin forme physique après toutes ces années, sous les traits de Ralph Fiennes. Pas mal de gens critiquent sa tronche, comme quoi il ressemble à un serpent crevé. Je reconnais que j'imaginais quelque chose de plus classe, mais en même temps c'est logique. Vu tout ce qu'il a suivi, toutes les mutations, toutes les transformations pour rester en vie, c'est normal qu'il soit un petit peu monstrueux et déformé comme ça. Puis ça ne l'empêche pas d'avoir un certain charisme. Petit Gros lui remet sa baguette, avec laquelle il lui donne une nouvelle main et appelle les mange-morts. Bienvenue, mes amis. 13 années ont passé. Pourtant, vous voilà ici, devant moi, comme si nous nous étions quittés hier. Je dois dire que je suis très déçu. Aucun de vous n'a tenté de me retrouver. Ah, et apparemment, les pères de Crabbe et Goyle, les deux bourrins de Drago, sont des mange-morts. Mais celui qu'on n'est pas du tout surpris de voir, c'est bien sûr Lucius. Les retrouvailles terminées, Voldemort s'occupe d'Harry. Je ne te présente pas, car il paraît que tu es presque aussi célèbre que moi maintenant. Le garçon qui a survécu. Ta légende est bâtie sur des mensonges, Harry. Dois-je révéler ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il y a 13 ans? Dois-je divulguer comment, en vérité, j'ai perdu mes pouvoirs? C'était l'amour. Car voyez-vous, quand la douce Lily Potter s'est sacrifiée pour sauver son fils unique, elle lui a assuré la meilleure des protections. Je ne pouvais le toucher. C'est de la vieille magie. J'aurais dû m'en douter. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Les choses ont changé. Et je peux te toucher. Maintenant. Voldemort se lâche littéralement sur Harry, le torturant et le provoquant. Il tient absolument à être celui qui le tuera, sûrement pour venger son honneur. Lors du duel, les deux baguettes, qui je rappelle sont sœurs, comme l'a dit John Hurt dans le premier film, entrent en connexion, faisant apparaître les fantômes de ceux tués par la baguette de Voldemort, à savoir les parents d'Harry, Cédric et le vieil homme du début. Harry, quand le lien sera rompu, cours rejoindre le porte-loin. Nous resterons quelques instants pour t'en donner le temps. Seulement quelques instants, tu as compris? Harry, ramène mon corps, s'il te plaît. Ramène mon corps auprès de mon père. Brise le lien. Tu es prêt, mon chéri? Brise le lien. Brise-le! Action!
Tout le monde fête le retour d'Harry, mais la joie laisse place au choc et à la tristesse quand tout le monde comprend que Cédric est mort. Il est revenu! Il est revenu! Voldemort est revenu! Cédric m'a demandé de ramener son corps. Je pouvais pas le laisser, pas là-bas. C'est fini, Harry. C'est fini. Il est rentré. Vous êtes tous les deux rentrés. Demandez-leur de ne pas bouger. Un garçon a été tué. Il faut emporter le corps, Dumbledore. Il y a beaucoup trop de monde. Laissez-moi passer. Venez avec moi, Potter. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. C'est mon fils. C'est mon garçon. C'est mon garçon. Calme-toi, calme-toi. Non. Il ne faut pas que tu restes là. Allez, Non. allez. Oh non. Allez, viens. Ça va, je te tiens. Je te tiens. Allez, doucement. Folleuil ramène Harry dans son bureau pour lui révéler qu'il est derrière toute cette machination, qu'il a mis le nom d'Harry dans la coupe et tout. D'ailleurs, je me permets de dire... ton plan était débile. Tout ce que tu avais à faire, c'était amener Harry auprès de Voldemort. Mais tu t'es compliqué la tâche en faisant en sorte qu'il aille vers Voldemort, en lui faisant affronter toutes ces épreuves de merde. Pourquoi? Pourquoi? Tu as eu de multiples occasions durant l'année pour l'emmener au cimetière. Pourquoi attendre un an? Pourquoi risquer de le tuer en l'envoyant dans ces épreuves? J'ai hâte de voir Voldemort tendoriser le cul pour l'avoir fait patienter toute une année. Avant que Folleuil ne tue Harry, Dumbledore et les autres profs arrivent pour le neutraliser. Ils ouvrent son coffre pour découvrir le vrai Folleuil dedans. Et découvrir que c'est bel et bien David Tennant qui prenait du polynectar. Barty Crompton Junior. Fais-moi voir le tien et je te ferai voir le mien. Ton bras, Harry. Vous savez ce que ça signifie? Il est revenu. Lord Voldemort est de retour. Je suis désolé, monsieur, j'ai rien pu faire. Envoyez un hibou à Azkaban. Ils vont découvrir qu'il leur manque un prisonnier. Tout le monde va m'accueillir en héros. Peut-être. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup de temps pour les héros. Le lendemain, Dumbledore rend un hommage à Cédric, ne cachant pas le fait que Voldemort est le meurtrier, malgré que le ministère lui interdit d'évoquer le retour du Seigneur des Ténèbres. Dumbledore va ensuite dans le dortoir des Gryffondors pour s'excuser auprès d'Harry de l'avoir laissé seul devant les dangers du tournoi. Harry lui parle de ce qui s'est passé dans le cimetière. La baguette de Voldemort et la mienne étaient comme réunies. Priori incantatum. Tu as vu tes parents ce soir-là, n'est-ce pas? Ils sont apparus. Aucun sortilège ne peut faire revivre les morts, tu le sais, n'est-ce pas? Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Le lendemain, c'est l'heure du départ pour les deux écoles. Victor laissant un cadeau pour Hermione et Fleur laissant une bise à Ron, avant d'aller se faire son grand frère et faire un mariage qui rendra cinglés les fanatiques du bouquin qui me feront bien chier avec cette histoire inintéressante. Vous croyez qu'on connaîtra une année tranquille à Poudlard? Non. Non. Non, moi non plus. Mais que serait la vie sans quelques dragons? Tout sera différent maintenant, n'est-ce pas? Oui. Promettez-moi d'écrire cet été. Tous les deux. Pas moi. Tu sais que j'écris pas. Harry, toi tu m'écriras? Oui, chaque semaine.
Potter et la coupe de feu est sans aucun doute le moins bon de tous les Harry Potter. Certains vont me dire que c'est parce que le bouquin est trop gros et que donc ils ont dû passer beaucoup de scènes. Mais ce n'est pas une excuse. Ils auraient pu faire un travail impeccable malgré ça. Déjà, le film est plus concentré sur le spectacle et les effets spéciaux que sur le développement de personnages. Il y en a, mais c'est vite passé pour enchaîner à l'action. Et c'était pas souvent passionnant. Et puis, ce film montre un truc dont je ne parle pas souvent. L'exagération d'effets spéciaux. Beaucoup disent que trop d'effets spéciaux tuent les effets spéciaux. En général, ils utilisent ce terme à tort et à travers, parce qu'ils l'utilisent souvent dans les films où les effets spéciaux apportent ce qu'ils ont à apporter. Permettre la création d'un univers, permettre plus de facilité dans le contrôle de l'action des animaux, des créatures et tout, apporter plus de possibilités à la mise en scène, etc. Mais ici, ce terme est approprié, parce que pas mal d'effets font plus office de démo technique qu'apporter réellement quelque chose à l'histoire. Je m'explique. Est-ce que c'est vraiment utile que le signe des ténèbres soit aussi animé? Pourquoi les bateaux des élèves de Dom Strong ont cet effet de flou? Est-ce que c'était pas assez speed pour le réalisateur? Pourquoi Sirius qui parle à travers la cheminée est modélisé comme si Sirius avait fusionné avec le tas de braise? À quoi ça sert d'insister sur ce vitrail animé? Ça n'apporte rien du tout et en plus c'est limite embarrassant. Surtout quand on prend en compte qu'elle mate Harry se faire violer par Mimi à ce moment-là. À part pour amener un gag débile sur Neville qui croit avoir tué Harry Potter et essayer de rendre Harry Potter cool, à quoi s'est servi la scène où il saute au-dessus de l'eau? Pour prouver qu'il est toujours en vie? Mais les autres concurrents, ils en ont rien à foutre? À quoi sert le vent dans le labyrinthe? Les murs qui bougent semblent déjà plus préoccupants. Pourquoi de la fumée sort quand Voldemort retire les masques des mange-morts? Bon, après, j'imagine que certains pourront me trouver une excuse de pourquoi il y a autant d'effets spéciaux. C'est pour rappeler que dans ce film, il y a de la magie. De plus, ces effets spéciaux sont très bien foutus, mais manquent de charme. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, les effets spéciaux servaient surtout à créer de superbes images, pittoresques et poétiques. Mais ici, ce sont juste des constructions. Bien foutues, ouais, mais pas très marquantes. En d'autres termes, le design manque de charme. J'aime bien celui de Folleuil, mais celui des Mange-Morts est tellement subtil, dans le genre gros méchant référence au Ku Klux Klan. Aussi, je trouve que les acteurs cabotinent un chouïa. Entre Dumbledore qui quelquefois agresse Harry et s'agite comme un malade, Voldemort qui donne l'impression d'être Zorg dans le 5e élément, ou Harry qui n'est pas très subtil à certains moments d'ailleurs. Ou encore ce moment avec Hermione. Ces tâches sont faites pour vous mettre à l'épreuve. Et d'une façon très brutale, presque cruelle. Ah, attends Emma, on va changer de plan, vite, mets-toi de l'autre côté. Et voilà. Et puis il y a des scènes que je n'aime tout simplement pas. Dans les autres films, il y a des scènes que j'aime beaucoup, certaines moins d'autres. Mais ici, il y a des scènes que je ne peux plus regarder, quoi. L'interview de Rita Skeeter, ou cette scène de bal qui est complètement à l'ouest, quoi. Et les disputes dans ce film sont nulles. D'habitude, j'ai rien contre les disputes entre les personnages dans un film. Ça permet du développement et ça montre de la tension entre les personnages. Mais le problème de ces disputes, c'est qu'elles sont amenées que par une seule chose. Ron est un connard. Et je trouve ça nul, parce qu'on sait très bien que c'est un bon gars. Seulement ici, tout ce qu'ils ont pour créer des disputes, c'est changer son personnage pour en faire un véritable connard qui boude quand il voit qu'Harry est sélectionné pour le tournoi et pas lui. Malgré qu'il explique en long, en large et en travers qu'il n'y est pour rien. Et n'oublions pas sa dispute avec Hermione où il dit à un moment « plus ça vieillit, plus c'est aigri ». Petit con, quoi. En plus de ça, ces disputes se règlent toutes seules, quoi. On n'évoque plus le fait que Ron ait gâché la soirée d'Hermione. Et franchement, je n'ai rien compris à la manière dont Ron a prévenu Harry pour les dragons. De plus, il y a une scène supprimée qui n'aurait pas dû être supprimée. C'est une scène où Harry surprend une conversation entre Grog et Karkaroff. Une scène qui n'aurait pas dû être supprimée parce que ça montre que les deux se connaissent bien et ça permet d'avoir quelque chose d'important qui sorte de cette scène de bal, qui au final n'apporte rien au reste du film. Et l'aspect compétition qu'on évoque à plusieurs reprises d'ailleurs est tout aussi invisible que la romance dans Twilight. Parce qu'on n'a rien vu des compétences des concurrents. On ne sait pas en quoi Victor ou Fleur sont si forts que ça. À part qu'on nous les dit. Les mots, ce n'est pas tout, ce n'est pas convaincant. Nous le montrer, ça, c'est beaucoup plus convaincant. Surtout dans un média visuel comme le cinéma. Moi, tout ce que je retiens, c'est que Victor est musclé et que Fleur est une incompétente. Bref, pas de quoi créer un sentiment de ne pas être à la hauteur pour Harry. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, l'aspect enquête est faiblard ici. Avant, on avait une vraie surprise sur les responsables de ce qui se passe.
Mais là, on voit le truc une demi-heure avant, quoi. Et encore une fois, le plan de Crompton Junior était débile. Et je trouve Dumbledore mal exploité ici. Pourquoi quand il tire le nom d'Harry, il est en colère contre lui? Quelqu'un d'aussi sage que lui devrait savoir qu'il n'y est pour rien. Il ne devrait pas lui sauter au cou pour lui demander s'il a mis son nom. Il devrait agir comme McGonagall plutôt. Mettre sa main sur l'épaule d'Harry et faire genre « Tiens mon petit, ça va s'arranger ». Je sais très bien qu'il est paniqué par cette surprise, mais il n'a pas besoin d'agir ainsi. Ce n'est pas trop le Dumbledore sage et intelligent des précédents films. D'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup détestent Michael Gambon en Dumbledore. Et je trouve ça dommage parce que, autre part, Michael Gambon joue un très bon Dumbledore. C'est juste qu'il a fallu qu'il joue dans les mauvais moments de Dumbledore. Alors, dans le moment où il est mal exploité. Quant à la réalisation de McNeill, ça peut aller, mais là où l'image était au service de la mise en scène dans les autres films, ici, la mise en scène est au service de l'image, accentuant l'aspect démotechnique des effets spéciaux. Et je ne parle pas des scènes symboliques limite ridicules. De plus, suis-je le seul à trouver le titre un petit peu nul? Je veux dire, la coupe de feu? C'est le petit artefact qu'on a au début qui provoque tout ça? Ok, dans les autres titres ça pouvait aller parce que c'était le but de l'histoire. La pierre philosophale, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban. Des éléments qui se retrouvent sur toute l'histoire. La coupe de feu ne fait que provoquer les événements. J'aurais proposé un meilleur titre du genre le tournoi des 3 sorciers, ce qui est un peu plus approprié vu que c'est ce qui se passe durant tout le film. Ou alors la coupe de cheveux. Je sais que c'est un mauvais jeu de mots, mais au vu de la coiffure de Ron, Fred et George et Harry, je trouve que c'est assez approprié. Bon, après tout ça, vous devez vous dire que j'ai détesté ce film. Mais non, j'ai bien aimé. C'est juste que c'est le plus imparfait de la saga. Ça reste en lui-même un film sympathique. J'ai adoré Brendan Gleeson en Folleuil. Ouais, il cabotine encore plus qu'un Dumbledore, mais là la différence c'est qu'il est censé être fou, donc c'est normal qu'il s'agite comme ça. Bien sûr, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas trop de scènes avec David Tennant, mais je le comprends tout à fait. Ce film est sorti en 2005, la même année qu'est sorti le revival de la série Doctor Who, et il n'avait pas encore repris le rôle du Docteur à ce moment-là, donc il n'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Et il n'avait pas encore montré son véritable talent. C'est pas comme Dragon de DreamWorks qui est sorti après le départ de David de la série pour lui donner un putain de rôle de figurant de merde. De plus, ce petit rôle lui a permis de se faire remarquer et donc ça a peut-être joué en sa faveur pour obtenir le rôle du Docteur. En plus, au vu d'un certain épisode, il semble avoir de bons souvenirs de cette participation. Il y a 10 ans, quand j'ai lu le livre 7, je sanglotais tout seul. Expelliarmus! Expelliarmus! Merci, J.K. Rowling! Les acteurs surjouent quelquefois, mais à d'autres moments ils sont assez naturels dans leurs répliques. Et puis je suis prêt à accepter l'hypothèse comme quoi, à ce moment-là, tous les gamins sont à leur âge cons. Donc forcément, ils semblent un petit peu cons. Donc voilà, même si ça me dérange, je ne peux pas trop me plaindre de vouloir faire quelque chose d'authentique. C'est juste dommage qu'il n'ait pas amené ça d'une meilleure façon. Beaucoup détestent le personnage de Cho, mais quelque part, je pense que ça a beaucoup à voir avec ce qui se passera dans le film de demain. Mais ici, je la trouve pas si mal que ça. Elle est assez jolie, bien que je trouve un petit peu con que Harry tombe amoureux d'elle, tout ça parce que elle est jolie. Mais de ce qu'on a vu, ça a l'air de quelqu'un d'assez gentil. Le seul truc que j'ai pas trop accroché dans ce film en tout cas, c'est son expression faciale quand elle voit que Cédric est mort. Mais bon, je soupçonne quand même un certain fan de Harry Potter de la détester dès sa première scène, pour une raison assez simple. Vous voulez bien me dire comment le dernier livre se finira? Il est adulte et il se marie avec toi. C'est ce que tu voulais entendre? Oui. Quant à l'acteur que tout le monde attend avec impatience que je le massacre, à savoir Robert Pattinson, surprenamment il ne joue pas trop mal ici. Il était même pas mal. Il n'a pas beaucoup de scènes, mais le peu qu'on voit de lui, on sent un mec très sympatoche. Juste et prêt à aider ses amis, y compris ses concurrents. Et il n'a pas de coiffure ridicule comme dans le Twilight, contrairement à Harry, Ron, Fred et George. Ah, moi aussi un jour je serai la star d'une saga à succès et j'aurai une coiffure ridicule que les filles aimeront quand même. Enfin, ça prouve encore une fois que les kids des films Twilight ne sont pas mauvais quand ils font autre chose que Twilight. C'est juste qu'ils sont prisonniers d'un état d'esprit nunuche, hypocrite et mormon. Après que ça vienne de l'auteur ou des producteurs, c'est à vous de décider. Bon, enfin, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu certaines fans de Twilight dire que Robert Pattinson, avant que les films sortent, était trop moche pour jouer Edward. Les mêmes fans qui, après la sortie de Twilight, fantasment sur sa tronche de plâtre. Ironiquement plus moche qu'ici.
Il y a pas mal de références sexuelles et plus de vulgarité dans cet épisode, ce qui permet une évolution dans la maturité de la saga, montrant que les gars de la Warner demandent une évolution de leur truc, contrairement aux producteurs de Twilight qui coupent les scènes gore pour éviter d'évoluer et rester nunuches et inintéressants comme les autres films. Mais cette maturité est limite immature. Pas comme American Pie, je vous rassure, mais les fans adorent ce film principalement à cause de ça. Et c'est ce que je trouve immature, justement. Préférer la coupe de feu aux prisonniers d'Azkaban juste parce que Aaron mate le cul des filles et Carrie dit con, je trouve ça débile. Et c'est pas parce que j'ai détesté la scène de bal que j'ai détesté aussi la scène de préparation du bal, où tous les gamins se cherchent un cavalier ou une cavalière. Cette scène était plutôt marrante et renforce le côté intime de l'histoire. De plus, c'est à ce moment de la saga que les choses changent. Neville commence enfin à devenir un homme, les romances entre les élèves arrivent enfin, les gentils ont enfin des morts de leur côté, même si là c'est que Cédric et qu'on s'en fiche un petit peu. Et le retour de Voldemort commence à lancer la bataille entre le bien et le mal qui se cachait jusque-là. L'aspect enquête est laissé de côté, mais le suspense et les mystères restent, et les personnages en seront encore plus développés durant le reste de la saga. Le thème de ce film est censé être la compétition, mais comme je l'ai dit, c'est assez loupé sur ce point. Le vrai thème serait plutôt l'adolescence. Nos héros se découvrent des hormones, commencent à s'intéresser au sexe opposé, sont un petit peu cons comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et deviennent facilement jaloux et se disputent. Ils deviennent donc plus impulsifs. Ce thème expliquerait aussi la raison pour laquelle on a les écoles d'Armstrong et Beauxbatons, parce que ces deux écoles sont composées uniquement de belles filles et de beaux garçons musclés, ce qui montre l'idéal du sexe opposé qu'ont pas mal d'adolescents à l'époque. De plus, le fait que Voldemort, la représentation de la peur d'Harry de mal tourner, prend forme physique ici, renforçant sa peur et le rendant plus actuel, vu que c'est à l'adolescence que ce genre de peur commence à réellement à obséder. La musique de Patrick Doyle est pas mal, même si on regrette un petit peu John Williams. Certains thèmes sont sympas, mais ce n'est pas des plus marquants. Et ce n'est pas non plus la meilleure composition de Doyle. Je préfère la musique d'Eragon ou de Thor pour ça. Maintenant, c'est l'heure de l'analyse de Radio Phoenix. Harry Potter et la Coupe de Feu marquent un tournant dans l'histoire de cette saga cinématographique. En effet, après l'immense travail d'Alfonso Cuarón, on était tout à fait en droit d'attendre que son successeur soit au moins aussi bon. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Contrairement aux épisodes précédents, où n'étaient supprimées que les scènes qui finalement n'avaient pas grande importance pour l'histoire principale, là, on a vraiment l'impression qu'ils ont charcuté le film. Toute la fin est passée à la trappe. L'histoire de Barty Croughton Jr., qui est pourtant très intéressante, non, que dalle. De même, dans le livre, à la fin, il y avait une très belle séquence où Sirius et Rogue devaient se serrer la main. Cette scène était riche de sens. Et non, elle n'y est pas dans le film, non. Également, les séquences dans le labyrinthe. C'est là où on a droit à 3 minutes et voilà, il se retrouve comme par magie au cimetière. Sirius Black en est réduit à une apparition guest star, alors que des personnages complètement inintéressants comme Cho Chang, eux, sont mis en avant. Bon, faut pas voir que les mauvais côtés. Par exemple, la scène du bal est très réussie. Bien, le personnage de Maugrey également, enfin, le choix de Brendan Gleeson pour le rôle est super. De même, Voldemort joué par Ralph Fiennes, c'est classe, ça le fait parfaitement. En conclusion, Harry Potter et la Coupe de Feu est, du point de vue de l'adaptation, extrêmement décevant. C'est vraiment dommage quand on pense au film que ça aurait pu être s'il avait été correctement adapté, avec l'histoire de Barty Croughton Jr. qui était très intéressante, toutes les sous-intrigues avec Rogue et Sirius. Non, ça aurait vraiment donné un grand film. C'est peut-être ça qui fait le plus râler quand on voit le résultat. Ça reste quand même un film agréable à voir, c'est pas non plus un très mauvais film. Mais voilà, c'est dommage d'avoir un peu, en quelque sorte, gâché un livre comme ça. Je lui mets comme note 5 sur 10. Quant à moi, je lui donne 6 sur 10. Pas le meilleur Harry Potter, mais toujours un très bon film. Et puis les autres films sont tellement bons que forcément celui-là n'est pas trop à la hauteur des autres. Ironiquement, c'est le film préféré de pas mal de fans. Certains le préfèrent même aux Prisonniers d'Azkaban. Non seulement pour l'aspect mature que j'ai évoqué, mais aussi à cause des effets spéciaux et de l'action. C'est là qu'on voit les faux fans d'Harry Potter selon moi. Les faux fans d'Harry Potter, mais aussi quelque part de cinéma. Un vrai fan s'intéresserait aussi à l'ambiance, aux personnages, à la réalisation, au scénario. Il s'intéresserait pas juste au spectacle, et encore moins dans un Harry Potter.
Préférer ce film aux autres, c'est comme préférer La Menace Fantôme à l'Empire contre-attaque. Si vous allez voir ce film juste pour les effets spéciaux et l'action, changez de saga parce qu'elle n'est pas pour vous. Allez voir Transformers à la place. Dieu que j'aurais aimé qu'il le fasse, parce que ça nous aurait fait des critiques débiles en moins pour les films à venir. Rendez-vous demain où nous parlerons de l'Ordre du Phénix. La maison de Godric Gryffondor inspire le respect dans le monde des sorciers depuis près de 10 siècles. Je ne saurais tolérer qu'en une seule soirée, vous salissiez ce nom en vous comportant comme une bande de babouins braillards et empotés. Mais pensez-moi